Bonjour à tous, bienvenue dans ce vlog consacré au cinéma. Aujourd'hui on va parler d'un film tourné en 1981, réalisé par John Carpenter, New York 1997. New York 1997, c'est un scénario écrit par John Carpenter et Nick Castle, écrit en 1976, juste pendant l'affaire du Watergate. Donc ce scénario a plutôt pas été accepté par les studios ou les productions parce que trop corrosif à l'époque. Il faut savoir que le Watergate c'était un scandale, que Nixon a démissionné et que c'était plutôt tendu en termes de politique. Et que le scénario a plutôt mariné des années avant de pouvoir se faire produire. Alors Nick Castle, qui coécrit le scénario avec Carpenter, et c'est un vieux pote de fac de Carpenter, et là où Carpenter en général dans ses scénarios attaque ou est une critique frontale du système américain, Nick Castle souvent essaye d'arrondir un peu les angles en y mettant beaucoup d'ironie, ou dans le scénario ou dans les personnages. Et quand on voit un film de Carpenter où il y a de l'ironie, c'est souvent Nick Castle qui s'y colle. Il faut savoir que Nick Castle, c'est celui qui fait le rôle de Mike Myers dans les Halloween. Donc ensemble, ils ont élaboré un scénario assez simple. Le pitch, c'est il y a un endroit sur la planète qui est le plus dangereux, endroit du monde, quoi. Et il va falloir, pour résoudre ce problème, envoyer l'homme le plus dangereux. Donc pour Carpenter, c'est déjà un début de scénario, un point de départ du moins. Voilà. Pourquoi New York? Il faut savoir que à cette époque à New York, il y a eu une vague de criminalité assez conséquente qu'on peut ressentir dans certains films de genre de cette époque. Un justicier dans la ville avec Charles Bronson. L'Ange de la Vengeance d'Abel Ferrara, qui est le premier Rape and Vengeance du genre. Carpenter décide de projeter le film dans le futur pour en faire un film d'anticipation sur une société futuriste ultra sécuritaire. Ce qui fut la grande métropole de New York devient la prison la mieux gardée d'Amérique. Un mur de 15 mètres de haut est élevé tout le long des côtes du New Jersey. Le règlement est simple. Une fois qu'on y est entré, on n'en ressort plus. Donc les rôles du film. Le personnage principal de Snake Plissken est interprété par Kurt Russell, qui tournera plus tard encore avec Carpenter dans The Thing et dans Jack Burton dans Les Rives du Mandarin. Snake Plissken, qui est plutôt un personnage inspiré d'un ancien collègue de faculté de Carpenter à la philosophie simple. Un mec plutôt vulgaire, direct, voire même anti-héros. Qui cherche ni à tuer ni à sauver les gens mais à avancer. Pour Carpenter, ce personnage représente quand même le parfait exemple de l'égocentrisme américain au niveau individuel. Bien maintenant, environ 1 heure, un petit avion s'est écrasé au centre de New York. Le président était à bord. Président de quoi? Je déteste qu'on se foute de moi. Cherchez un nouveau président. Nous sommes en guerre, Plisken. Nous avons besoin de lui vivant. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de votre guerre? Et de votre président? Le président se rendait justement à cette conférence quand son avion s'est écrasé. Il a une mallette accrochée à son poignet. Et la bande enregistrée qu'elle contient doit arriver à Hartford avant ces 22 heures. C'est la survie de l'humanité qui est en jeu, Plisken. Et vous vous en foutez pas mal, n'est-ce pas? Dans le rôle du président des États-Unis, on y retrouve l'énorme Donald Pleasence, celui qu'on appelle l'homme aux 140 films, je crois, qu'on a pu voir et qui a été connu surtout en interprétant le rôle du faussaire aveugle dans La Grande Évasion. Donc il faut noter aussi une petite ironie de Carpenter, c'est que Donald Pleasence a joué dans 2 autres films de Carpenter, Halloween, où il tient le rôle du docteur Loomis, et Le Prince des Ténèbres, où il tient le rôle du père Loomis, qui tient le rôle aussi de Blofeld dans James Bond. Donc l'énorme Donald Pleasence
Et il faut savoir que le film, s'il a été critiqué à sa sortie, c'est non pas parce que le thème est assez corrosif, mais principalement parce que Carpenter montre une vision du président des États-Unis assez particulière, et c'est du vrai Carpenter, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à se positionner, et il montre un président peureux, comique, gaffeur, ridicule, il les mascule carrément en fait. On a un président là qui, devant les caméras, quand il est en fonction, balance sa propagande politique de base. Permettez-moi de vous faire entendre d'ici un important document. Je vous le soumets dans l'espoir que les nations libres pourront apprendre à vivre en paix. Et qu'une fois qu'il est hors de sa fonction, eh ben on a un gars qui a plus rien dans le sac, quoi, et qui est complètement ridicule. Monsieur le Président? Arrêtez de trembler, je peux pas. Dis pas de conneries, c'est le président des États-Unis. Et moi, qui je suis? Vous êtes le duc de New York. Vous êtes le numéro 1. J'ai rien entendu. Vous êtes le duc de New York. Vous êtes le numéro 1. Monsieur le Président. C'est moi le président. Oui, c'est moi le président. Je le savais. Quand j'ai eu ce truc-là, je savais que je serais le président. Dans le rôle de Bob Hawke, le chef de la police, on y retrouve le beau et magnifique Lee Van Cleef, connu pour tous ses seconds rôles dans les westerns depuis 1952, et que s'il a été embauché par Carpenter sur New York 97, c'est pour apporter le côté et la référence western cher à Carpenter. Alors dans le rôle du chauffeur de taxi, on y retrouve Ernest Borgnine. Alors peut-être que son nom n'est pas trop connu aux yeux du grand public, mais son visage l'est complètement. On l'a vu camper le rôle d'un général dans Les 12 Salopards. Il fait le roi Ragnar dans Viking de Richard Fletcher. Et évidemment connu à la télé pour son rôle dans Supercopter. Dans le rôle du duc de New York, on y retrouve l'énorme Isaac Hayes. Superbe rôle du duc, hein. C'est un chanteur, compositeur, musicien et acteur. Et qui a un rôle assez particulier dans New York 97 parce qu'il est le gars qui est le boss de New York, quoi, qui contrôle tout New York, et même son arrivée est mise en scène par Carpenter, en fait un personnage un peu mystique, un peu mystérieux. Le mec qui se balade dans New York avec toute sa bande dans des limousines avec des lustres à l'avant, quoi. On retrouve aussi Adrienne Barbeau qui a le rôle de Maggie, qui est une habituée des films de genre puisque elle a joué dans Fog de Carpenter, Meurtre au 43e étage, Creepshow de Romero, et Adrienne Barbeau qui est aussi à ce moment-là la femme de John Carpenter. On retrouve aussi Jamie Lee Curtis, c'est elle qui fait la voix en début de générique, la voix off qui explique ce qu'est devenu New York en 1997. Il faut noter aussi que dans le générique de fin, on peut voir deux petits rôles. Un personnage qui s'appelle Romero, qui est le punk du film, et un autre qui s'appelle Cronenberg, et qui sont des vraies références de Carpenter à David Cronenberg et George Romero. Donc la lumière du film est de Dan Cunby, un chef opérateur qui éclaire maintenant les films de Spielberg, Zemeckis ou Ron Howard. Les décors sont de Joe Alves. Joe Alves, chef décorateur, mais qui est aussi réalisateur de seconde équipe pour La rencontre du troisième type ou Les Dents de la Mer 1, et le futur réalisateur des Dents de la Mer 3.
Et on y retrouve aussi en premier assistant réalisateur Larry Franco, qui est le premier assistant réalisateur de Carpenter dans The Thing, qui est aussi le beau-frère de Kurt Russell. Une particularité dans l'équipe technique et artistique du film, c'est que vous verrez dans le générique de fin un matte painter qui s'appelle Jim Cameron. Et qui n'est autre que James Cameron, le futur réalisateur que tout le monde connaît. On parlait de l'ironie de Nick Castle dans les scénarios de Carpenter, qui fait croire continuellement que Snake Plissken est mort. Qu'est-ce que tu me veux? Rien. Je te croyais mort. Non mais attends un peu. Je te connais, je sais qui tu es. J'avais entendu dire que t'étais mort. Qui c'est celle-là? C'est Maggie, la pute de Bren. Le duc lui a offert ça parce qu'il avait peur qu'il s'embête. Tu vois ce que je veux dire? Je te croyais mort, Snake. Je te croyais mort, Snake. Donc le tournage du film s'est plutôt passé bien. Le tournage a duré 3 mois. Ils ont tourné très peu de scènes à New York en fait, et essentiellement le film a été tourné à Saint-Louis parce que Saint-Louis à l'époque subi un incendie qui a ravagé la grande majorité de la ville, et donc la ville de Saint-Louis a donné carte blanche à la production pour tourner. Donc ça a été un vrai avantage puisqu'ils ont carrément pu couper l'électricité de quartiers entiers la nuit pour pouvoir tourner leur scène. Il ne restait plus qu'à mettre dans les rues des éléments de décor, c'est-à-dire des caddies, des chaises, des détritus, et ça faisait la blague, et on croit vraiment que c'est tourné à New York en fait. Alors il y a eu énormément de matte painting et de maquettes aussi sur ce film. On peut quand même voir que c'est du pur Carpenter. Il faut savoir que Carpenter, c'est pas un littéraire, hein, c'est un visuel en fait. Il transmet ses émotions plus par l'image que par la lettre. Ce qui fait la richesse de Carpenter, c'est ça, c'est que Carpenter est un des rares réalisateurs à l'époque à traiter le cinéma de genre avec sérieux et intelligence, et pas comme des films de divertissement pour adolescents prépubères. Et pour la plupart des réalisateurs fans de ce genre-là, Carpenter reste quand même le dieu. Quand on analyse ce film qui est visiblement très basique, avec un scénario simple et linéaire, on peut quand même se rendre compte qu'il y a de la dimension dans le scénario, puisque dans la prison, qui est le sujet du film, il n'y a pas que des décervelés et des insociables, il y a aussi une forme de divertissement, c'est-à-dire que les mecs s'organisent dans la prison, puisqu'il y a du théâtre. Et des combats de boxe. On peut voir aussi qu'il y a des clans, des groupes, puisqu'il y a des clans turcs. C'est ici que tu crèches? Avec ces minables, tu rigoles. Je vis avec les Turcs maintenant. Il y a une communauté qui vit dans les égouts et ne sort que la nuit. Que New York est transformé en ghetto, donc on a
un positionnement encore de Carpenter qui est pratiquement anti-américain en fait, son discours. C'est que l'Amérique futuriste est devenue une société ultra sécuritaire, xénophobe, raciste et qui enferme ou ghettoise dans une ville entourée d'un grand mur de 10 mètres, comme ça se fait souvent maintenant sur la planète, ghettoise une catégorie de sa population qu'elle fabrique et génère en plus et ne veut pas gérer, et qu'elle est même incapable de sauver son président. Trop tard, bande d'enfoirés. Toutes vos armes, tous vos mensonges impérialistes ne peuvent plus le sauver. Nous descendons, nous allons nous écraser. Ce que le président des États-Unis dans le film appelle des terroristes, Carpenter, lui, les présente plutôt comme des résistants qui combattent la liberté face à l'oppression impérialisme américaine. Donc là encore, Carpenter se positionne radicalement, quoi. Vous leur direz que nous, les soldats de l'armée nationale de libération, défenseurs du peuple américain, au nom des esclaves et des victimes malheureuses de la grandissante répression des forces impérialistes des États-Unis. On apprend quand même dans le film que le ghetto s'organise. Ils ont de l'électricité, de l'énergie, ils font du pétrole. Certains ont des voitures. Ils ont retrouvé des vieilles carcasses abandonnées qu'ils font marcher à la vapeur. Il se peut même qu'ils aient trouvé une source de fioul. Et il semble qu'ils aient bricolé des générateurs parce qu'ils peuvent s'éclairer. Il y a même quelques réverbères dans les rues. Ils ont des voitures. On voit qu'il y a des quartiers sécurisés et tranquilles et d'autres quartiers très craignos. C'est un quartier mal fréquenté, Snake. On marche pas du Bowery à la 42e rue la nuit. Ça fait 30 ans que je conduis ce taxi et crois-moi, c'est pas un quartier où on peut se balader pendant la nuit. Ah non. Donc on voit bien qu'il y a des clans, des groupes, un semblant de société qui se réorganise et on peut même imaginer par extension qu'il y a des classes sociales. C'est-à-dire en haut il y a le duc qui gère tout avec ses sous-fifres, une organisation. Et qu'est-ce que c'est que ce duc? Le duc, c'est le duc de New York, c'est le numéro 1, un homme important, le duc. On peut même penser, et on le voit, qu'il y a une dissidence même, c'est-à-dire une forme de résistance à l'oppression du duc. Donc dans ce ghetto-là, il y a une vraie réorganisation de la société avec d'autres lois où ils essayent tous en fait de quitter New York et ils arrivent même à communiquer avec le monde extérieur. Ne me touchez pas ou on le tuera. Si vous êtes encore ici dans 30 secondes, on le tuera. Ne revenez pas ou on le tuera. Donc on a quand même un film avec beaucoup d'ironie, un anti-héros, une critique frontale de la société américaine, avec une liberté de ton quand même, bourré de références politiques et sociétales. On a un film qui en dit quand même long sur les relations sociales dans le cinéma de Carpenter. Le film a très bien marché puisqu'il a coûté 6 millions de dollars de budget et a rapporté 50 millions de dollars. Donc c'est le premier gros carton de Carpenter en fait. En France, il a fait 1 200 000 entrées. Mais en tout cas, c'est un film propre, un film digne de son époque, encore une fois, digne de Carpenter, c'est-à-dire que c'est du pur Carpenter, comme je le disais tout à l'heure. Très visuel, très politique, avec un positionnement et toujours le côté western et la trame assez simpliste du scénario, mais avec de la profondeur et de la dimension derrière les personnages, derrière les intentions du moins. Mais New York 97 de John Carpenter, chapeau le film.